Voilà, bonsoir à tous, bienvenue toutes et tous, bienvenue à ce conseil communal de juillet, le dernier avant une période de repos bien méritée pour tout le monde. Et je vous propose, donc je me permets d'excuser Jean, qui est déjà en vacances et que je remplacerai donc aujourd'hui. On va passer tout de suite au premier point, sécurité publique, désignation de gardien de la paix, constatateur et prestation de serment. Pourquoi est-ce qu'on arrive si tard avec ce point alors qu'on a déjà un gardien de la paix depuis un certain temps? C'est parce qu'il a fallu beaucoup d'années avant que les formations soient organisées par la province. Mais c'est fait, il a réussi. Et donc, je vous propose de l'écouter pour sa prestation de serment. Et nous serons ensuite dotés d'un agent constatateur, ce qui est quelque chose de très positif pour une commune, puisque ça nous permettra de travailler de manière peut-être plus approfondie sur certains points des règlements qui posent parfois problème, comme le stationnement ou d'autres choses. Donc, Romain, je t'en prie, viens. Mets debout. Ouais. Je vais fidélité au roi et obéissance à la Constitution pour l'ordre du peuple. Bravo. Merci Romain. Voilà, on passe. Il n'y a pas de. Voilà. Oui, est-ce que vous êtes tous d'accord pour le désigner? Alors, on passe au point 2, patrimoine, point important, puisqu'il s'agit de la vente conditionnelle de l'école de Hombourg via le mécanisme de dation en paiement. Donc, pour le contexte, je vais parler du contexte, ensuite je laisserai Fabrice parler de ce que c'est exactement, finalement, cette vente en dation, et puis Romain expliquer les détails de la chose. Marie, oui. 2 secondes. En fait, nous, on va demander que ce point soit reporté à un conseil communal ultérieur. Alors, je ne sais pas si je dois déjà exposer notre position, notre argument. Il est allumé maintenant, ou bien si on vous laisse présenter, et puis qu'on vous exposera la raison pour laquelle on demande l'ajournement. Peut-être qu'on explique, et puis après, si on des choses... Mais voilà, je ne sais pas pour la procédure, si je préférais le signaler d'emblée. Merci. Donc voilà, donc nous on a rencontré il y a à peu près 2 ans, je pense, le monde associatif hombourgeois. Comme vous le savez, Hombourg n'a pas de locaux communaux et n'a pas de salle communale, et donc la vente de l'école ici permet peut-être de réfléchir à doter les associations d'Hombourg pour avoir des locaux adaptés. Et donc on les avait rencontrés, mais on avait aussi associé à cette discussion le responsable d'Inago, pour la personne âgée et les aînés dans la commune, pour la politique des aînés. On avait également associé la maison de Timistère, je ne tombe plus sur le nom, mais une maison communautaire pour avoir des idées à ce niveau-là. On avait aussi fait venir l'entrepreneur qui avait travaillé sur l'école de Aubel, qui a été vendue aussi il y a quelques années. Et un architecte également, pour discuter de comment on pouvait voir le futur de cette école. Et était ressorti de cette réunion qu'il y avait des besoins pour le monde associatif, plus précisément les harmonies, qui ont effectivement leur salle, mais qui les louent et qui doivent régulièrement déménager. Donc pour avoir un local de répétition, on s'était mis d'accord avec les 2 présidents d'harmonie pour avoir un local commun. Ensuite, on avait discuté avec les besoins s'étaient fait ressentir au niveau des clubs de théâtre, les 2 troupes de théâtre qui souhaitaient aussi avoir un local de répétition et de l'espace de rangement principalement. On avait également eu comme demande la Flèche Bleue qui va s'installer effectivement dans la nouvelle école de Hombourg, mais qui sont déjà sur 2 sites. Et donc la demande était de garder éventuellement la salle qui existe de Psychomote. Et j'en oublie, le Patro qui souhaitait garder la plaine de jeu derrière, la GRC qui souhaitait avoir un espace pour se rencontrer pendant l'été parce que le cercle étant pris par les camps. Et donc, suite à cela, on a fait évoluer, évidemment, c'est un dossier compliqué puisqu'il a fallu trouver la technique. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire une vente en dation je ne sais pas si c'est moi qui... bref, vous compléterez. Parce que le bâtiment est un peu compliqué. Nous, on souhaite garder la façade. On pense que c'est quand même... Je ne dis pas que c'est la plus belle façade, c'est une question de goût, mais on estime qu'elle est importante, qu'elle fait partie de l'image du village. Et du coup, avec l'histoire de parking qu'il faut gérer, il y a plusieurs choses à gérer, et ça semble compliqué de diviser en 2, de vendre une partie, l'autre de la retravailler. Donc on a trouvé finalement ce système-ci,
qui permettrait, avec le solde de la vente, de refaire toute la partie de gauche pour le monde associatif. Donc l'idée pour la partie de droite, ce serait de faire des logements, puisque ça a du sens au niveau du SDT qu'on avait reçu. Donc Hombourg est repris comme centralité, donc on doit densifier le logement au centre d'Hombourg. On a plusieurs immeubles à appartements aux alentours. On a rencontré aussi, nous, plusieurs personnes intéressées. Il y avait plusieurs idées, mais en tout cas des tailles variables, d'avoir des tailles pour personnes âgées, adaptées. Ça, c'était aussi la discussion avec le responsable d'Inago, c'est qu'Hombourg, finalement, mal desservi en bus, mais par contre est accessible, il y a des médecins, il y a une pharmacie, il y a des commerces. Donc c'est assez intéressant aussi pour des personnes âgées, pour finalement pouvoir continuer à vivre plus longtemps sans aller dans le village, sans aller en maison de repos. Et donc voilà, c'est ce qui nous avait amené un petit peu à cette idée d'avoir des logements, mais aussi, comme on est en plein centre de Hombourg, une surface commerciale ou pour profession libérale, donc par exemple coiffeur, enfin, peu importe, un service éventuellement pour la population. Et donc, on en est arrivé à finalement déterminer un cahier de charge, et donc avec les demandes du monde associatif plus particulièrement. Je laisse peut-être Fabrice expliquer la technique. Oui, la technique qui est proposée s'appelle la dation en paiement. C'est une opération juridique qu'on n'a jamais pratiquée ici à Plombières, mais qui n'est pas inconnue au plan du droit civil, et qui consiste à permettre à un débiteur de se libérer de sa dette ou de ses obligations par une prestation dans un autre bâtiment, en l'espèce ici. Il s'agirait, pour celui qui va acquérir l'école stricto sensu, de payer non pas avec de l'argent, mais au travers de travaux à réaliser dans les annexes, de manière à réaliser le programme qui vient d'être défini. Les raisons pour lesquelles on a choisi cela ont été un peu évoquées. Il y a des raisons techniques, il y a aussi une opportunité urbanistique et architecturale dans la mesure où il y aura un seul prestataire, je dirais, pour l'ensemble des bâtiments concernés, ce qui permettra sans doute d'avoir une plus grande cohérence et une facilité aussi dans l'exécution des travaux et peut-être même des économies d'échelle. Alors évidemment, c'est une opération qui, même si elle est connue, est relativement complexe. Je n'en fais pas tous les jours, évidemment. Et donc on s'est entouré d'un expert juridique pour valider l'opération en tant que telle et suivre le processus jusqu'à son échéance. De même qu'un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va vérifier vraiment les aspects techniques de la construction, alors pas de la construction des appartements, mais de ce qui concerne les annexes et donc la transformation des annexes qui resteront les propriétés de la commune. Et cela a été validé ou vu également avec un notaire. Alors la procédure rapidement brossée, elle consiste d'abord, à partir du moment où le conseil communal aura approuvé, s'il l'approuve, le document en question, l'appel à intérêt, de le publier de manière la plus large possible. Il y aura des visites qui seront prévues de telle sorte que les candidats intéressés s'aperçoivent de la situation, peut-être un peu complexe également sur le plan architectural, et voient ce qu'ils peuvent proposer. Ils déposeront leurs offres et ensuite un jury interviendra, jury dont vous avez la composition qui est reprise dans le document. Donc il y a à la fois des responsables politiques qui sont prévus, l'assistant à maîtrise d'ouvrage dont on va reparler, l'assistant juridique et des responsables de l'administration qui suivent le dossier au quotidien. Ce jury va recevoir les offres, éventuellement recevoir les candidats pour qu'ils présentent leurs offres, en sélectionner maximum 2 avec lesquels approfondir les contacts pour vraiment avoir le projet qui semble le plus adéquat et proposer un choix final de lauréat au collège communal. Et ce lauréat, une fois qu'il aura été choisi, aura pour engagement, pour travail, de rédiger un véritable cahier des charges en ce qui concerne l'aménagement des travaux des annexes. Donc il y aura un maîtrise des plans qui seront validés aussi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage et qui feront l'objet d'une convention qui sera approuvée par le conseil communal et ensuite annexée à l'acte de vente. Donc l'acquéreur s'engage vraiment à réaliser les travaux pour lesquels il a obtenu le marché, je dirais, et à les mettre en œuvre selon cette convention. Alors il y a une série de garanties qui sont prévues. On n'achète pas, je dirais, non, on n'achète pas parce qu'on vend, mais on ne prend pas un chat dans un sac.
dans la mesure où l'acquéreur du bâtiment a des délais pour réaliser une série d'actions. D'abord, le projet global, c'est-à-dire à la fois la construction des appartements, mais également les annexes, doivent être réalisés dans un délai de 2 ans après l'obtention des permis d'urbanisme, de manière à ne pas avoir un champ très défini au centre du village. Et s'il ne réalise pas ce projet global dans les 2 ans, il y a une pénalité de 10% du prix de vente qui sera appliquée chaque année d'ailleurs. De même, si en 2 ans après la signature de l'acte d'achat, il n'y a aucun dossier qui est rentré pour une demande de permis d'urbanisme, on peut aller jusqu'à la résolution de la vente, c'est-à-dire récupérer notre bien et recommencer à zéro en quelque sorte. On ne souhaite évidemment pas en arriver là, mais ça c'est le schéma global de mise en œuvre du processus. Donc il y a à la fois une assistance juridique, il y a un jury le plus large possible qui va suivre les évolutions, et il y a toute une série de garanties qui sont prévues pour que ça se passe du mieux possible. J'ai plus grand chose à dire, du coup, si ce n'est vous rentrer un peu au niveau de la situation du bien, vous la connaissez tous, hein, donc on est au niveau donc, de la parcelle à une superficie cadastrale d'environ 2367 mètres carrés. Donc ça c'est pour l'ensemble de la parcelle. La partie qui nous occupe, donc uniquement la partie école que j'appellerais donc la partie historique, représente quant à elle une superficie d'environ 1600 mètres carrés. Et donc, comme l'a dit Fabrice et Marie, il y a eu une expertise de la part d'une étude notariale qui a estimé cette partie-là à 550 000 €. Donc ce sera cette somme qui sera utilisée pour la partie associative. Alors rapidement au niveau de sa situation urbanistique, donc on se trouve en zone d'habitat à caractère rural, le bâtiment n'est pas classé, il a fait l'objet de différents permis en 86, 92 et 98. Il n'est pas repris à la banque des données de l'état des sols, c'est-à-dire que le terrain n'est pas pollué. Il n'est pas situé en zone d'aléa d'inondation ou sur un axe de ruissellement. On n'est pas à proximité ou dans un périmètre de site Natura 2000 et le bien est situé en zone d'assainissement autonome, ce qui signifie qu'il n'est pas raccordé à la station d'épuration. Voilà. Au niveau de la situation, je peux encore vous dire, comme vous le savez, Hambourg compte environ 1500 habitants. Le village se définit par un caractère rural typique du plateau de Herve. C'est la raison pour laquelle on souhaiterait absolument maintenir la façade avant du bâtiment historique. La parcelle est située donc en plein centre du village, donc à proximité des commerces et des services. Le bâtiment se trouve également le long de la N608, donc la régionale qui traverse notre commune. Le village est bordé par le Ravel ligne 38, évidemment très fréquenté. Par contre, en termes de transport en commun, Hambourg est assez mal desservi par 2 lignes uniquement, avec 2 passages quotidiens pour chacune. Et donc, comme on le disait en préambule, le tissu associatif hambourgeois étant très riche, c'est la raison pour laquelle le collège communal a souhaité que ce bâtiment annexe soit à disposition de ces associations pour des réunions, des répétitions, du stockage, etc. etc. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet, étant donné que ça a déjà été bien complété. J'ai peut-être pas été très complète, donc on a défini aussi dans le cahier des charges des surfaces, parce que on avait rencontré donc les associations, et ce qu'ils cherchaient, c'était 2 types de surfaces. Une surface de stockage pour du matériel, des décors, de théâtre, donc assez large et qui doit être accessible en voiture, donc un sous-sol, on a défini des mètres carrés en sous-sol, et une surface plutôt au sec pour des partitions, des instruments, etc. Et donc la même surface, donc en fait l'équivalent du local de répétition et du local de réunion qui existerait, donc c'est-à-dire le bâtiment le plus à gauche en fait. Je peux faire encore un truc, je viens de penser que je pouvais éventuellement aussi un petit peu vous préciser les critères d'attribution. Donc il y aura évidemment un premier critère qui sera sur le projet global, son intégration dans le cadre bâti. Marie en parlait, on a des volumes qui sont moyennement au niveau du village d'Hambourg. L'important c'est de rester dans ces volumes-là. On a aussi un souhait de garder un nombre de stationnements suffisant.
Donc on a défini aussi un certain nombre de places de parking, etc., qui doivent apparaître au niveau du projet. Ce premier critère représente 30 points. Au niveau de la partie école, donc de la partie historique, on souhaite évidemment le respect de la mixité, donc évidemment qu'il y ait des appartements, 3 chambres, 2 chambres, une chambre, qui soient adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux familles monoparentales, etc., ainsi que l'intégration de l'espace destiné soit au commerce, soit aux activités libérales ou de services. 30 points également. Pour la partie annexe, donc il faut que le projet réponde évidemment aux besoins des associations. Comme Marie l'a dit, on a établi des surfaces, vous avez pu le lire, dans l'offre, qui sont relativement bien détaillées, donc ça drive vraiment bien les auteurs de projets pour répondre aux associations bourgeoises. Et alors la prise en considération évidemment des objectifs de développement durable avec des systèmes de ventilation, de l'isolation en suffisance, des bâtiments, des matériaux locaux issus du renouvelable, je vais dire, une attention aussi toute particulière sur l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, etc., etc. Et ça pour 10 points. Je compléterai juste par dire la composition du jury. La composition, je vais y arriver, du jury. Donc on aura la bourgmestre, 2 membres du collège communal, 1 membre du groupe URP, donc d'opposition, le directeur général de la commune, les responsables du service urbanisme et du service technique, l'architecte de la commune, l'expert juridique désigné par la commune et l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui s'occupera de vérifier que les quantités et les cahiers de charges proposés par l'entrepreneur coïncident bien avec la réalité et fera le suivi de chantier. Voilà. Voilà, on vous écoute. Oui, donc nous, on a a priori vraiment un problème de timing. Vous savez qu'au mois d'octobre prochain, on votera, que le 13 juillet 2024, soit dans une semaine, débute la période de prudence, et je me réfère à la circulaire qui a été rendue par la région wallonne, par le service public de Wallonie, le 22 avril 2024. Certaines décisions qui sont susceptibles d'avoir des incidences au-delà de l'exercice budgétaire en cours ne revêtent pas un caractère d'urgence ou ne sont pas immédiatement indispensables. On pense plus particulièrement à certaines décisions relatives à l'aliénation ou l'acquisition de biens. La sauvegarde de l'intérêt général implique l'ajournement de celle-ci. La circulaire de la région wallonne vise le cas d'un bâtiment qui a été désinfecté et pour lequel on doit octroyer une nouvelle affectation, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc nous, on estime que ce conseil communal-ci, en principe, il n'y avait pas de conseil communal au mois de juillet. Le prochain conseil communal aurait dû avoir lieu au mois d'août. Ce conseil communal-ci est trop proche de cette période de prudence, que cette décision va avoir des incidences au-delà de cette présente mandature. Et donc, nous demandons, en ce qui concerne le timing, sans m'étendre sur la question du point plus précisément, mais si vous refusez la demande d'ajournement, de report de ce point, on prendra également position sur le fond. Mais sur la question du timing, nous estimons qu'il n'y a ici aucune urgence, qu'il n'est pas indispensable de statuer sur ce point maintenant, à une semaine de la période de prudence, et que ce projet est un magnifique projet pour la prochaine mandature. Et donc nous demandons l'ajournement de ce point à un conseil communal ultérieur. Je pense que s'il y a des dates, c'est parce que c'est pour mettre des dates, et donc la date c'est le 13 juillet. On a préparé ce dossier, et si vous suivez nos travaux, vous avez accès à nos travaux du collège. On a préparé ce dossier depuis très longtemps, et le but était d'arriver justement à clôturer, à pouvoir lancer le projet pour que la prochaine majorité, évidemment, décide. Rien ne sera décidé. Je veux dire, le jury, il va proposer un acquéreur, et ce sera seulement après, donc à partir du mois de décembre, qu'on va choisir cet acquéreur. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas d'urgence, sauf que ça fait
des années et des années, Combourg ne possède pas de locaux communaux, c'est un des seuls villages à ne pas en posséder, et les associations hambourgeoises sont en demande, que ce soit les troupes de théâtre ou les harmonies sont de manière urgente en demande. Donc dire qu'il n'y a pas d'urgence, c'est encore postposé, parce qu'il faut savoir évidemment que le temps que ce bâtiment soit rénové, on passe encore quelques années. Donc on sait bien, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes, je veux dire pendant toute la mandature 2018-2024, on a aussi réalisé des projets qui ont été entamés la mandature précédente. Ça fait partie de la continuité politique. Ce projet ici, ça fait plus de 2 ans qu'on le prépare, il est extrêmement compliqué, on a voulu s'entourer convenablement d'un notaire, d'un avocat, donc on a fait les choses réellement dans l'ordre. On a simplement reporté, et on vous a demandé l'autorisation d'1 semaine parce qu'on estimait que le conseil de la semaine passée était peut-être trop grand si on y mettait tout, et pour vérifier encore certains détails au niveau des notaires et de l'avocat. Mais il n'y a pas de surprise en fait dans ce projet. Vous avez été conviés il y a 2 ans à la réunion avec des associations, vous avez donc entendu les demandes, vous savez que ici ce projet correspond aux demandes des associations. Donc je ne vois pas vraiment le problème, et s'il y a des dates, et si la date c'est le 13 juillet, c'est pour qu'elle soit respectée. Aujourd'hui on n'est pas le 13 juillet, donc moi je ne pense pas du tout qu'on soit d'accord de reporter ce point. Je regarde mes colistiers, donc nous ne sommes pas d'accord de reporter le point. Tu voulais peut-être alors maintenant parler sur le fond. Oui, sur le fond, ce projet pose question à plusieurs... Tu nous expliques en fait que tu veux juste engager quelque chose et que la prochaine mandature, la prochaine majorité en fera ce qu'elle veut. On parle bien de la vente conditionnelle. Donc on va décider aujourd'hui de la vente. Oui, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, Michel. Oui, oui. Non, mais ça, voilà, nous, on n'a pas été concertés à part l'invitation à cette séance. Et vous avez les travaux du collège, donc vous pourriez poser des questions, vous n'en avez jamais posé. Il y a eu la réunion, évidemment, les choses ont continué. Et il y a eu 0 question au conseil communal. À un moment donné, on ne peut pas se dire, parce que pendant 2 ans, on a travaillé et vous n'avez pas posé de questions, qu'on ne peut pas avancer, alors qu'on est encore tout à fait dans ta circulaire. On respecte absolument la circulaire. C'est vrai qu'on a des temps pleins à consacrer à notre rôle d'opposition et qu'on a vraiment la possibilité d'avoir toutes les informations voulues. Je pense, et je le dis, si la circulaire est là, c'est qu'il y a des raisons. Marie, je vais terminer mon propos, je ne t'ai pas interrompu non plus. Si la circulaire est là, si les dates prévues le sont, c'est qu'il y a des raisons. La campagne électorale est déjà lancée. Et donc venir avec un projet à ce stade-ci et la manière dont vous le présentez, dont vous le défendez, dont vous le défendez, on est déjà dans quelque chose, on est dans la campagne en fait. Et c'est à ça que sert la période de prudence justement. Alors on l'évoque. Alors, je note que vous n'êtes pas d'accord de reporter le point. Alors, en ce qui concerne le fond, je note que vous avez effectivement interrogé les associations, que vous êtes entouré de professionnels du secteur, etc. Nous, ce dossier-là, en ce qui concerne le fond, pose aussi une série de questions. La question de la participation citoyenne, oui, il y a eu des informations, des demandes par rapport à des associations. Qu'en est-il de l'affectation du bâtiment en tant que tel? Qu'est-ce qui a été consulté? Qui a participé? Qu'est-ce qui a été mené? Et donc, on a discuté la semaine dernière de la manière d'associer l'opposition de manière plus active. Et une des manières d'associer l'opposition de manière plus active, ce n'est pas de dire vous avez accès à tous les documents, allez les lire, prenez le temps de lire les documents que vous avez quand on vous transmet les listes, les PV, les listes de courriers, etc. C'est aussi associé à ce genre de projet qui a quand même une incidence et qui a une importance pour les plombiers montois. Ça, c'est une manière de faire participer l'opposition. Et donc, c'est un exemple dans lequel on aurait aimé être consulté bien avant. Et donc, voilà, moi, les remarques par rapport au fond sont celles-là. Et donc, je pense qu'on va s'opposer au point soumis. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres remarques par rapport à ce point-là. En tout cas, par rapport à la participation citoyenne et la participation de l'URP, vous avez été invité dès les premiers instants, dès les prémices du projet. Je pense que l'opposition, parce qu'on nous fait beaucoup des leçons de morale sur la majorité, le rôle de l'opposition, c'est de poser des questions sur la suite du projet. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans, alors qu'on avait rencontré jamais une seule question? Ça manque beaucoup de curiosité au sein de l'opposition. Bref,
Je pense que reporter ce point aujourd'hui, ce serait un non-respect des associations, des gens qui ont participé, sans oublier qu'on avait invité également les villageois, pas uniquement le monde associatif, des courriers avaient été mis dans les boulangeries pour inviter à cette réunion-là également. Et je pense que ce serait un non-respect de ces personnes aujourd'hui de dire que parce que vous basez sur une circulaire que l'on respecte en fait en termes de date. Je veux dire, tout projet, on sait bien, c'est comme la semaine passée, on a fait passer des projets qui demandaient un timing le 30 juin. Ben voilà, bien sûr que ça va être réalisé à la prochaine mandature, mais je ne comprends vraiment pas votre position. Ce n'est pas un projet qui nous vient comme ça maintenant. Oh, on va vendre l'école d'Hambourg. Vous ne comprenez jamais quand on n'est pas d'accord. Nous ne C'est serons donc pas d'accord. une des raisons et voilà. des difficultés. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres remarques, sinon je propose qu'on passe au vote. Moi, je rappelle aussi que quand on vous convie, par exemple, pour le PCM, il n'y a qu'une personne qui vient. Alors, il ne faut pas dire qu'on vous convie. On n'a pas besoin d'être à 8 si on a un représentant qui nous fait un compte-rendu, Jonathan. Il n'a pas bien fait le compte-rendu, puisque la semaine passée, vous n'aviez pas tous les éléments et vous voulez qu'on refasse la même présentation qu'en commission. Bref. Non, Marie, ce n'est pas exact. Les schémas n'avaient pas été effectués ni à la commission et il n'y avait pas d'autres schémas qui avaient été présentés. Ce n'est pas correct. Il faut rester correct. Il faut rester loyal et honnête intellectuellement. Peut-être. Je voulais quand même simplement rajouter, donc j'étais à la rencontre avec les associations, j'y étais, donc j'ai bien entendu. Donc en ce qui concerne les harmonies, on sait de quoi on parle, et toi et moi, de toute façon, tous les deux, donc l'idée était d'avoir des locaux où on ne doit pas déménager systématiquement le matériel. C'était ça la demande, c'est ça. Et ici, si je lis bien, donc le déplacement du matériel, c'est au grenier en haut. C'est ce qui fait marquer en tout cas dans le... C'est pas ça, non. Donc il y a eu évidemment des contacts qui ont suivi. Et donc j'ai rencontré les deux présidents des harmonies. Et la décision a été de faire un local commun, mais avec du matériel de percussion que l'on puisse mettre sous clé. Et donc que chacun ait son matériel de percussion, sous roulette éventuellement, pour ne pas devoir le déplacer à chaque fois. Les locaux qu'on parle au-dessus, c'est parce que les harmonies ont besoin de lieux pour mettre leurs partitions, pour ranger en fait. Oui, c'est un espace de rangement. Moi, je faisais comme ça que je le voyais dans les locaux de rangement sous la toiture destinés aux instruments de musique des harmonies. Oui, une clarinette, une flûte qui n'est pas utilisée pendant qu'un futur enfant va arriver. Quoi. Comme toutes les harmonies ont, André. Okay. Un autre point qui nous faisait un petit peu réfléchir aussi, c'était au niveau de la répartition des différents logements qu'il peut y avoir dedans. Donc, comme elle a dit, supposons qu'il n'y ait une seule société qui soit intéressée par le projet, qui dit, ben non, moi je veux en faire des logements qui soient le maximum de logements. Qu'est-ce qui peut forcer cette personne à faire de la diversité dans son logement? On n'est pas obligé de vendre. Si le projet ne nous satisfait pas et qu'il n'obtient pas les points nécessaires, on n'est pas obligé de vendre et on peut relancer à ce moment-là un nouvel appel à intérêt. On a rencontré 5 entrepreneurs et architectes durant le début de l'année, ici fin d'année 2023, début d'année 2024. Tous semblaient relativement intéressés par le projet, donc je suis assez confiant sur le fait qu'on aura des offres et plus qu'une. Donc, et je le répète, si le projet ne nous convainc pas au niveau du jury, l'école ne sera pas vendue. On ne sera pas le couteau sous la gorge à ce niveau-là. Parce que bon, dans les logements, si on fait que des petits logements pour une personne, puisque je pense que la surface que vous préconisez, c'est 55 mètres carrés, si je me souviens bien. On préconise une mixité de logements. Oui, mais le plus petit, c'est... Donc, le minimum pour une chambre. Donc, on a une charte urbanistique pour la création de logements dans des bâtiments existants. On avait passé... on est dans ces mètres carrés-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande que les plus petits logements fassent au minimum 55 mètres carrés. C'est ça. Qui est très petit, hein. Oui, maintenant, comme je le dis, il y a des familles monoparentales, je veux dire, ou des personnes âgées qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des mixités de la mixité. Les résidences-services font 65 mètres carrés et c'est plus que, je dirais, confortable, et ça reste un logement agréable, il ne faut pas perdre ça de vue. Mais bon, c'est un choix que vous avez fait. Bien sûr. Donc il y a d'autres petites choses aussi qui ne nous semblaient pas tout à fait complètes dans ce dossier. Je pense qu'on va en rester là, hein, on va rester... Il y avait la question de l'expertise aussi. Les 3 expertises relevaient toutes la même idée de prix, le même ordre de prix. Oui. C'était qui les 3 experts qui avaient expertisé le bâtiment? Donc, il y a un bureau notaire qui a fait l'expertise, et on a eu le prix par ce bureau. Une seule expertise? Absolument, oui. On a fait les visites de l'école, on a donné toutes les informations nécessaires, il y a eu des plans, vous les avez eus Donc tout ça a été calculé sur base de faits. C'est la notaire de la commune. Hein. La circulaire prévoit une expertise.
Mhm. Je prends l'exemple d'Inago où on va peut-être acheter côté Isocèle la maison de repos. Ben, il y a déjà quelque part, on demande une expertise plus judicieuse aussi par rapport à l'offre qui est faite actuellement. Et ça me paraît quelque part logique. C'est souvent comme ça que ça devrait se faire, ou que ça se fait d'ailleurs. Je propose qu'on passe au vote. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vente conditionnelle? Oui. Oui. Alors, on passe au point suivant, urbanisme, adoption d'une charte urbanistique sur le territoire communal. Romain. Oui, Marie, merci. Hops. Bien, en 2022, donc la commune de Plombert s'est lancée dans la réalisation d'une charte urbanistique afin de définir une vision globale et à long terme sur l'ensemble de son territoire. L'objectif étant d'objectiver au maximum l'urbanisme. On sait que c'est ô combien difficile d'objectiver l'urbanisme. Chaque projet est différent, chaque implantation est différente, mais l'intérêt c'est vraiment de maintenir une cohérence tant dans les permis que dans les avis préalables que l'on remet au niveau du service. Donc ce document se veut transmissible autant vers les auteurs de projets, donc les architectes, que les candidats bâtisseurs, afin qu'ils puissent directement bien saisir les visions et les ambitions territoriales sur la commune de Plombert. Alors il y a évidemment les enjeux de l'étalement urbain, notamment dans une commune rurale comme la nôtre, c'est excessivement important. Et donc par conséquent, la perméabilisation des sols, ce sont deux éléments qui ont été vraiment pris en considération et qui ont été vraiment primordiaux dans notre réflexion afin de les limiter en privilégiant la densification de l'habitat dans les centres de village et à proximité de ceux-ci. Enfin, ce document jette des bases solides en vue du futur schéma de développement communal. On en a parlé il y a quasiment un an jour pour jour, donc le fameux SDT qui amènera à SDC dans les prochaines années, mais bon, ça, ce sera pour la prochaine mandature. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, un peu comme l'école d'Hombourg, c'est le fruit de nombreuses réunions et de concertations avec les principaux acteurs de l'aménagement du territoire sur notre commune, et ce depuis plus de 2 ans. Donc, pendant près d'1 an, le service urbanisme à raison d'une grosse réunion toutes les 2 semaines, je vais dire, a confronté ses idées, ses visions et a retranscrit tout ça dans un premier document martyr qui a été présenté en CCATM, donc la fameuse commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité, afin que les citoyens de la commune puissent remettre un avis sur cette première ébauche de charte. Alors, ce document a été complété et affiné à la suite de ces rencontres citoyennes et ont été présentés au service de la fonctionnaire déléguée de la région wallonne. Et c'est même, ce travail a même fait l'objet d'une réunion ici à la commune de Plombert avec les agents communaux et les agents de la région wallonne pour aller encore un peu plus loin dans ce travail. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a travaillé? Donc vous voyez, non, tu pouvais rester sur la première slide. Comment est-ce qu'on a travaillé? Donc vous le voyez, on a défini 3 aires dans lesquelles les impositions urbanistiques sont différentes sur base de critères comme l'implantation, la densité, la volumétrie, les matériaux, la mobilité, la végétalisation et bien d'autres. On les définira un tout petit peu plus tard. Alors la première aire, comme vous voyez, c'est l'aire rouge qui concerne les centres de village. La seconde en bleu concerne l'aire proche des centres de village. Et enfin, la troisième aire qui est l'aire jaune représente l'aire résidentielle, c'est-à-dire celle qui se trouve plus en périphérie. On voit clairement sur le plan un peu les tentacules du plan de secteur. Alors,
chaque village a fait l'objet d'une étude sur base du bâti existant, mais aussi sur base des projections du développement de nos villages. Je vous le disais en intro, ce document se veut comme étant un outil avec une vision à long terme. Il est donc tout à fait normal que nous soyons projetés dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc, évidemment, certaines de ces zones englobent des ZAC, donc des zones d'aménagement communautaire concertées, qui pourraient éventuellement être développées dans un avenir lointain. Alors, on s'est évidemment concentré sur les zones constructibles au plan de secteur. Donc, vous voyez là, ce sont, quand vous prenez le plan de secteur de notre commune, tout le reste, ce sont soit des zones agricoles, soit des zones forestières, de loisirs, etc. Donc ici, les zones de couleur sont les zones d'habitat et les zones d'habitat à caractère rural. En effet, les zones agricoles, les zones de loisirs, etc. sont soumises à des avis conformes de Liège, et donc nous ne sommes pas seuls à décider à ce moment-là. Pour faciliter la lecture de la charte, je vous propose un petit tableau que je vais vous projeter, voilà, qui permet en fait, c'est un tableau comparatif qui permet de bien comprendre les différents enjeux, les différents critères de ces trois aires. Alors, je vais essayer de le faire brièvement. Il y a beaucoup, je suis désolé, si vous souhaitez poser une question ou l'autre, n'hésitez pas, comme ça, ce sera peut-être un peu plus dynamique. Donc, au niveau des enjeux de l'ère centre de village et centre historique, donc maintenir intact l'aspect architectural des bâtiments historiques et patrimoniaux, évidemment, on en a parlé avec l'école d'Ombo notamment, conserver une harmonie et une cohérence urbanistique dans le centre historique, offrir des espaces publics de qualité, donc des places, des zones de jeu, de convivialité, etc. Garantir des espaces verts dans les centres de village avec des îlots de fraîcheur, des parcs publics, garantir une densité élevée afin de limiter l'étalement urbain, et maintenir des commerces et des services au sein des centres de nos villages. Ça, c'est pour l'aire rouge. Pour l'aire bleue, les enjeux sont encourager une intégration urbanistique maximale entre les bâtiments anciens et les nouvelles constructions, privilégier les déplacements à pied ou à vélo ou autres modes doux vers le centre du village, garantir la qualité des espaces verts publics, îlots de fraîcheur, parcs publics, etc. On en a parlé dans le premier point, et garantir une densité moyenne afin de limiter l'étalement urbain. L'aire résidentielle, l'aire jaune, quartier peu dense et éloigné des centres des villages, induisant une forte dépendance à la voiture, encourager une intégration urbanistique maximale entre les bâtiments existants et les nouvelles constructions, garantir le maintien d'un contexte rural par la végétalisation des abords des bâtiments et limiter l'urbanisation et la densification dans ces zones synonymes d'étalement urbain. Alors, au niveau de l'implantation, évidemment, dans les trois zones, l'importance de respecter obligatoirement le relief du sol. Au niveau de la densité, on en parlait, forte densité pour l'aire 1, densité moyenne et densité faible pour l'aire 2 et 3. Pour la construction d'un immeuble à appartement dans l'aire 1, ce sera un immeuble qui sera, le nombre de logements sera défini en fonction du volume et des critères d'intégration et de mobilité selon le contexte. Au niveau de l'aire 2, ça peut aller de 1 à 6 logements maximum. Et dans les zones jaunes, qui sont donc des zones éloignées, on ne préconise pas la construction d'immeubles à appartements, sauf si on est dans un lotissement d'une grande ampleur, ou alors c'est de 1 à 4 logements, ou si il y a une possibilité de faire une liaison douce vers les centres de village. Au niveau de la division parcellaire, dans les centres de village, on sera sur maximum 500 mètres carrés. Pour l'aire 2, on aura des divisions avec une superficie préconisée pour 75% des terrains entre 500 et 750 mètres carrés. Et pour l'aire 3, l'aire éloignée des centres, on aura 75% des terrains qui seront compris entre 500 et 1000 mètres carrés. Ça répond évidemment aussi aux objectifs du SDT qui ont été émis par le gouvernement wallon. Au niveau des fonctions, donc comme on le disait, important de garder dans les centres de village des commerces, des services, des professions libérales. Donc lorsqu'il y aura un projet de grande envergure tel que l'école d'Hambourg, imposition d'un espace commercial ou destiné à une profession libérale par tranche de 8 unités,
possibilité de prévoir un espace commercial ou destiné à une profession libérale dans l'R2 et dans l'R3. On ne préconise pas l'installation de surfaces commerciales à ces endroits-là parce qu'on est en dehors des centres de village, mais il y a la possibilité, au cas par cas, pour des projets spécifiques, quelqu'un qui souhaiterait vendre ses légumes devant sa maison, par exemple, ou un kiné qui habite un peu en dehors du centre de village, ce serait envisageable également. Au niveau des gabarits et des volumétries, pour la rénovation, privilégier le maintien de la volumétrie existante, réhausse possible d'un étage si le volume voisin le permet. Pareil pour l'R2 et pour l'R3 concernant les rénovations. Au niveau de la construction, donc dans l'R1, on est sur 2 niveaux francs plus les combles partiellement sous toiture en termes de hauteur, sauf si il y a un volume voisin qui permet d'aller plus haut et donc d'aller sur 3 niveaux francs. Lorsqu'on a des rues majoritairement mitoyennes, on va préconiser la mitoyenneté histoire d'éviter les dents creuses. Et lorsque les rues sont semi-ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des ouvertures paysagères, des fenêtres paysagères, il y aura un maximum de 3 maisons jouatives, justement pour ne pas créer ces corridors mitoyens. Pour l'R1, l'R2, on reste sur les mêmes critères. Par contre, pour l'R numéro 3, on redescend le volume des bâtiments, donc on n'autorise que 2 niveaux francs et les combles entièrement sous toiture. Pour la volumétrie secondaire, le volume principal sera identifié clairement pour les zones 1 et 2, alors que sur les zones 3, je vais dire, on autorise que les volumes secondaires ne soient que sur un niveau, sauf extrême exception, mais en tout cas, les volumes secondaires ne seront construits que sur un niveau pour l'R3. Au niveau des baies, les compositions seront à dominante verticale. On sait qu'on a une architecture traditionnelle du pays de Herve, donc on souhaite maintenir une dominante verticale pour les zones, les R1 et 2, alors que pour les R3, on laisse plus de possibilités architecturales, et donc il n'y a pas d'imposition et pas d'obligation de maintenir une verticalité pour les baies à ces endroits-là. Pour les façades, imposition d'isoler par l'intérieur, sauf si le bâtiment ne présente aucune qualité architecturale. Donc l'idée, c'est de garder les anciennes briques, les anciens moellons, etc. Dans l'R1. Pour l'R2, il n'y aura pas d'imposition, pour l'R2 et pour l'R3, pardon, pas d'imposition d'isoler par l'intérieur, mais quand même conserver un rythme et une hiérarchie dans les façades traditionnelles. Et alors au niveau de l'alignement, évidemment, ne pas se mettre en décalage par rapport à ses voisins et donc respecter l'alignement des bâtiments pour ne pas engendrer des vues désagréables pour les voisins. Au niveau des toitures, toiture du volume principal, donc l'R1 toiture à 2 versants et les toitures plates sont proscrites dans l'R1 pour garder ce côté architectural et intégration paysagère typique du pays de Herve. Pour le volume secondaire, on autorise là alors les toits plats à 1 ou 2 versants également. Pour le volume 3, l'R3, pardon, on autorise les toitures à 2 versants évidemment, mais également les toitures plates en fonction du contexte environnant. Et pareil pour les volumes secondaires, on autorise les toitures plates à 1 ou à 2 versants également. Au niveau des matériaux, comme je vous le disais, nécessité d'isoler par l'intérieur pour les bâtiments qui représentent un caractère architectural intéressant. Pour l'R1, pas d'imposition au niveau de l'R2 et pour l'R3 non plus. Il y a toute une flopée de matériaux qui sont autorisés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement la brique, le moellon et le bois dans les R1 et 2, et on laisse un peu plus de liberté architecturale dans les R3, avec une réserve au niveau des crépis. On sait que les crépis sont des matériaux qui vivent assez mal dans le temps, et donc lorsqu'il y a un contexte qui permet l'implantation de crépis, on l'autorise, mais sinon, si on est sur quelque chose, une rue qui est par exemple uniquement en briques, le crépi sera proscrit également. Au niveau de la mobilité, on va imposer par logement de moins de 70 mètres carrés un emplacement de parking sur terrain privé, et lorsqu'on dépasse 70 mètres carrés, on imposera 2 places de
parking. Voilà. Alors la différence entre l'air 1 et l'air 2 et 3 à ce niveau-là, c'est que, comme je le disais en préambule, l'air 3, il y a une forte dépendance à la voiture et donc on imposera à ce que 100% du parking soit sur terrain privé. Et donc on sait bien que les gens utilisent essentiellement leur voiture, alors que dans les centres de village, on sait qu'il y a souvent une voiture par ménage parce que les gens savent faire leurs courses à pied. Et là, on impose que d'atteindre 75% sur terrain privé. Les matériaux pour les aménagements extérieurs seront évidemment obligatoirement perméables, donc pour minimiser la perméabilisation des sols. Voilà. Au niveau de la végétalisation, on demandera à ce que forcément toute la végétation qui est en place soit préservée. On impose également la plantation de haies, comme ça se fait déjà depuis plusieurs années au niveau du service, la plantation de haies sur le pourtour des parcelles, et alors prévoir la plantation d'un arbre de moyenne ou haute tige dans une des listes des essences indigènes par tranche de 400 mètres carrés de terrain non construit. Au niveau de la gestion des poubelles et des vélos, on imposera également pour les bâtiments de plus de 3 logements un local poubelle de minimum 1,5 m² par logement. Pareil pour les vélos. On sait bien les problèmes que ça crée lorsque vous avez des immeubles à appartements où il n'y a pas de local poubelle. Bien, ça génère parfois un peu des soucis en termes de gestion. Et enfin, la gestion des eaux et des inondations. Ce chapitre-là est évidemment bien plus précis dans les tableaux que vous avez pu voir sur IDLIB, mais on se conforme évidemment au code de l'eau, donc avec la favorisation de l'infiltration des eaux de pluie et des eaux usées sur le terrain lorsque c'est possible, et on formalise que les constructions ne seront plus acceptées dans les zones d'aléas d'inondation moyens ou élevés. Voilà. Vous précisez encore donc que la charte est actuellement en cours de réalisation, de finalisation même chez un infographiste. Alors dans les prochaines dias, vous voyez un peu les cartes, le rendu que ça va avoir. Donc là, sur la dia de gauche, vous avez évidemment Guémenich, Moresnet, Chapelle et Moresnet. Sur la dia de droite, on a Monsengard et Plombières. Voilà, vous voyez un peu les informations qu'on met en avant. Donc essentiellement les parcelles cadastrales, les bâtiments. Et on sait vraiment très précisément identifier selon le cadastre dans quelle partie on se situe. Et là, sur cette deuxième dia, on voit donc Monsen à gauche et Hombourg à droite. Malheureusement, il n'avait pas encore terminé Siepenaken, donc je n'ai pas pu vous projeter Siepenaken, mais on l'a sur la vue globale. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. On a évidemment, au-delà de la version papier qui sera transmissible aux auteurs de projets et aux candidats bâtisseurs, il y a également une version en ligne qui est possible, autant des tableaux que la possibilité de consulter ces cartes sur Wallon Map. Donc les architectes, etc. pourront directement savoir dans quelle zone ils construisent, et ce sera vraiment à destination de tout un chacun qui le souhaite. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre entière disponibilité. Oui, donc Romain, merci pour toute cette explication qu'on retrouve effectivement dans la charte que tu as mise sous forme de tableau ici. Je pense qu'elle a sa bonne raison d'être, hein, il faut dire, il y a des choses là-dedans qui sont de bonne gestion, nous sommes bien d'accord. Il y a quelques petits points techniques d'abord, oui, qui reprend, comme la phrase est notée, obligation de réutiliser les eaux de la citerne à eau de pluie pour l'usage domestique. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par usage domestique? Alors ça peut être le WC, un vidoir, l'arrosage des plantes, de la voiture, etc. Donc si une citerne reste chargée en permanence, elle ne sert à rien. Donc l'idée c'est de pouvoir réinjecter le système sur le réseau domestique, comme je te disais, donc dans les WC, les vidoirs ou pour l'arrosage. C'est ça, donc on n'a pas l'utilisé avec une transformation pour l'alimentation. Enfin voilà. Non. On n'est pas aussi loin que ça. Non. On est bien d'accord, donc oui, bien sûr. On se comprend là-dessus. Un autre point, donc, toiture plate ou à versants sont prescrites.
Donc ça veut dire que obligatoirement, ça sera des toitures à 2 versants sur les parties principales, donc sur les... Voilà, c'est ça. Donc dans les zones 1 et 2, étant donné qu'on a une architecture dans ces zones-là qui sont typiques du pays de Herve, on proscrira les toitures plates sur le volume principal. Maintenant, sur les zones jaunes, qui sont des zones de construction plus moderne, je vais dire, là on laisse un peu plus de latitude et là la possibilité de construire en toiture plate. Ça, donc aujourd'hui, si on faisait dans le lotissement Vicaire-Arnold, on serait dans tout à fait des autres dispositions aujourd'hui que ceux qui ont été construits. On serait sur du 2 pans Vicaire-Arnold, oui. On est d'accord. Donc il reste encore toujours la question, on avait déjà réagi à l'époque sur les toitures plates qui doivent être végétalisées. Oui. Tu sais qu'on avait un peu des difficultés avec ça, avec cette obligation, que ce soit un choix, ça ne pose pas trop de problèmes, mais que ce soit une obligation, ça nous pose un peu un problème. Alors, on n'a pas d'obligation, donc on l'impose si elle est visible depuis l'espace public, ou si on est dans une zone sensible au niveau de la gestion des eaux. Ça, c'est le leitmotiv qu'on a pour le moment au niveau du service. Il y a des projets encore pas plus tard que tantôt. Le projet n'est pas visible depuis l'espace public, la toiture plate n'est pas visible, on n'a pas imposé la toiture plate végétalisée. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cette prime pour justement, lorsqu'il y a des impositions, qu'on puisse aider aussi les gens à développer cette toiture végétale et qu'ils la fassent vraisemblablement. On a les difficultés qu'il y a de la gestion de ça dans les années, ça ne vieillit pas toujours très bien, donc on sait, on a déjà expliqué tout ça, donc voilà, ça reste une charge pour le propriétaire, donc c'est pas toujours très bien. Ça fait, oui, voilà, je suis architecte depuis 7 ans, mes premières ont à mon avis 6 ans et elles vivent très bien, donc en termes d'entretien, ça reste quand même très limité par rapport à un jardin, on est quand même sur autre chose. Mais c'est pour ça qu'il y a la prime. Oui, d'accord. Mais bon, voilà, mais l'obliger, on trouvait ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve pas ça tout à fait normal. Non, on oblige bien les citernes à eau de pluie, et l'objectif est exactement le même. Hein. C'est juste, c'est complémentaire. C'est un autre entretien. C'est un autre entretien quand même. Il faut quand même. Oui, faire vider et entretenir son citerne, c'est quand même toujours. Je regrette aussi qu'on ne retrouve pas donc le minimum de surface pour les appartements. Donc parce qu'on peut faire un logement secondaire dans une résidence principale, donc c'est faisable, hein, c'est autorisé, c'est marqué dedans. Donc on peut, à un moment donné, on peut le faire, on peut le proposer, mais on ne retrouve pas à nouveau. Donc on est dans cette législation que vous avez mis en place de 55 mètres carrés. C'est complémentaire, là, simplement. C'est juste qu'on ne voulait pas que les chartes se marchent dessus, je vais dire. Donc les chartes qu'on met en place quand on fait une division de logement restent complémentaires à celle-ci. Hein. Oui. Les objectifs ne sont pas les mêmes. On aurait pu le retrouver dedans, peut-être, en disant la surface minimum. Oui, on peut mettre une note en ce sens. Je peux regarder pour rajouter ça. Mais ce serait bien si elle pouvait être augmentée à 65. Ça éviterait d'avoir des tout petits logements qui sont vraiment très très étroits, très exigus. Mais voilà. C'est ça. On peut peut-être plutôt faire référence, comme me glisse Fabrice, à la charte, plutôt que de mettre un chiffre, parce que la charte finalement peut amener à évoluer. Hein, on l'a vu, on était de base à 60, on est passé à 50, donc je veux dire, pour ne pas mettre un chiffre et la remplacer, donc peut-être faire juste référence à la charte, mais ça je vais l'ajouter. Oui. D'autres questions? Pas plus que ça à ce stade-ci. Pas d'autres questions? Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver cette charte urbanistique? Oui. À l'unanimité. Merci. Le point 4, sécurité publique, il s'agit de l'ordonnance de police administrative générale. Donc on a un groupe de travail avec toutes les communes qui régulièrement changent des petites choses. Ici, c'est rien de choix politique. Je veux dire, c'est plutôt quelque chose qui vient des autorités supérieures, puisque il y a eu le nouveau décret de l'environnement, et pour pouvoir rendre ça, pour pouvoir de nouveau sanctionner des choses qui touchent à l'environnement, en fait, on doit absolument changer notre règlement général de police, parce que pour le moment, on ne sait rien faire. Donc, il y a aussi un petit changement au niveau du préambule, une actualisation.
Et un petit point juste, c'est ce qu'on a ajouté, donc j'avais réussi à l'époque au niveau du collège de police à ajouter l'obligation de donner de l'eau gratuite du robinet à chaque événement, mais on s'est dit qu'on avait quand même ajouté avec des conditions d'hygiène pour l'eau gratuite, puisque parfois on a des gobelets qui traînent là pendant des heures et ce n'est pas avec les dangers aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des drogues, etc. qui peuvent se mettre, donc on a simplement précisé ça. Sinon rien de particulier, on a laissé à plus tard au prochain collège de police et donc les prochains conseils communaux le choix de faire évoluer au niveau vraiment du fond, quoi. Donc ici c'est plutôt un toilettage juridique lié à des choses des autorités supérieures. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver ce règlement général de police? Merci. Voirie communale, donc demande de permis d'urbanisme en vue de l'aménagement d'un parking près du centre de soins Saint-Joseph. Romain, je crois. Le micro. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est donc la réalisation du parking au niveau donc de l'intercommunale Inago, donc de la clinique Saint-Joseph. On demande donc l'élargissement de la voirie communale rue de la clinique pour intégrer un trottoir en domaine public. Ça représente plus ou moins donc un excédent de voirie de 4 mètres carrés contre 2 emprises de voirie de 34,4 et 2,9 mètres carrés. C'est évidemment sans soult et sans frais pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver ce point? À l'unanimité, merci. Le point 6, propriété forestière, Joseph, vente de bois. Oui, donc c'est un point qui revient annuellement, donc c'est simplement qu'on approuve les conditions particulières de la vente. On sait que le montant de la vente sera affecté au budget 2025. Donc au niveau du cahier de charge, le dernier cahier de charge a été approuvé en 2016, depuis lors il n'y a plus de modifications. Disons que le cahier de charge reprend uniquement les conditions d'exploitation, la vente est une chose, mais l'exploitation forestière est autre chose. Et le cahier de charge est surtout centré sur les conditions d'exploitation, le stockage du bois, les moments de débardage, tenir compte des conditions climatiques. C'est tous ces éléments-là qui sont dans le cahier de charge et qui sont d'application comme ils étaient par le passé. Il n'y a aucune modification à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver ce point? Merci. Le point 7, bâtiments communaux, réfection de la toiture du bâtiment BEMT à Morosnet. Jonathan? Oui, donc ici on va voter le point donc du marché de travaux pour la réfection et isolation de la toiture du BEMT que voici. Donc la partie communale, partie gauche du bâtiment. Donc on voit que le toit est différent parce qu'il est très très vieux et il est également en fibre ciment composé d'amiante. Donc il est très important de le changer rapidement parce qu'il y a également beaucoup de fuites. Donc ça concerne évidemment démontage de la toiture, plus triage de tout ce qui concerne l'amiante, les pièces en amiante. Il faut changer la sablière, créer une nouvelle poutre de ceinture en béton et remonter la nouvelle toiture. Ces travaux sont estimés à 60 000 € TVA comprise et donc il s'agit de passer ce marché par procédure négociée sans publication préalable. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est d'accord d'approuver ce point? Merci. Enseignement, organisation d'enseignement maternel pour la période donc, du 26 août jusqu'au 30 septembre. Pas de changement fondamental puisque vous savez qu'en maternelle, on reprend ce qui se passait et on continue jusqu'au 30 septembre. C'est après que les changements arrivent et il risque d'être un petit peu de taille puisqu'on a quand même potentiellement 3 mi-temps qu'on va perdre au 1er octobre, qu'on va récupérer au fur et à mesure. Mais donc voilà, ça ne va pas être simple au niveau organisation, mais on démarre avec le même effectif que ici, que maintenant. Sinon, au niveau des périodes FLA Primo, vous avez pu voir les chiffres au niveau psychomote. Et alors peut-être le petit point à marquer, c'est qu'en psychomote, donc on met 3 périodes sur fonds propres, enfin on propose de mettre 3 périodes sur fonds propres. Et en éveil aux langues, comme on avait décidé ensemble, donc c'est de garder cette fameuse aide de co-enseignement avec une prof d'allemand, en plus de la prof de 3e maternelle, pour faire de l'allemand et des langues
1 heure par semaine dans chaque classe maternelle et donc 7 périodes sur fonds propres pour faire ça. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes d'accord d'approuver cette organisation des maternelles du mois de septembre? Merci. On passe à l'enseignement primaire alors. Qu'est-ce que je peux signaler? Donc de nouveau, rien ne change, sauf plutôt quelque chose de positif. Donc à Plombières, on passe de 2,5 à 3 temps plein. Donc ça va vraiment faire du bien puisque ça permet d'avoir un prof par degré, ce qui simplifie les choses. Maintenant, on avait quand même des cours parfois 2, 3 ensemble. Sinon, au niveau peut-être du fonds propre, puisque vous savez que la commune de Plombières, historiquement, et déjà bien avant nous, soutient relativement bien l'enseignement puisqu'on met pas mal d'heures sur fonds propres. Il y en a moins qu'avant, puisque l'allemand est enfin, on vous l'avait annoncé il y a longtemps, en 2023, une partie en tout cas des heures d'allemand sont subsidiées. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas la dépêche qui doit arriver pour le 5 juillet au plus tard, des parts APE qu'on a demandé. Donc on ne sait toujours pas si la partie non subsidiée en allemand est quand même reprise en partie par les parts APE. Donc ici, la délibé vous donne 2 possibilités. Donc 8 périodes de maître de seconde langue sur fonds propres ou 32 si on n'a pas le part APE, qu'on espère avoir. C'est ce que la communauté française avait plutôt promis pour les 5 communes à régime linguistique particulier. Donc on attend, j'espère qu'elle arrivera demain. 12 périodes pour la gymnastique et la natation sur fonds propres également. Au niveau des cours philosophiques, 6 périodes sur fonds propres. Pour les périodes d'instituteurs primaires, donc c'est ce qui permet toujours de dédoubler parce qu'on a par exemple 5 temps plein dans certaines écoles, mais on ne s'est pas spécialement regroupé première et deuxième parce que ça fait 35 élèves, donc c'est pas toujours, c'est pas régulier, donc c'est pas toujours simple. Donc on propose 8 périodes d'instituteurs primaires pour l'école d'Hombourg-Plombières, 13 pour l'école de Guémenich, et alors un petit changement que je vous demande d'accepter éventuellement par rapport à la délibée, donc c'est de 5 périodes pour Morosnet, on passerait à 7 parce qu'en faisant les horaires, on se rend compte que il y a une classe qui reprend 2 degrés, enfin 1 degré, mais donc 2 niveaux différents, de 26 élèves, et qui n'est aidée qu'à raison de quelques périodes. Donc on aimerait bien augmenter un petit peu cette aide pour pouvoir de temps en temps séparer les 2 groupes. Et donc on passerait de 5 à 7 périodes. 2 périodes d'instituteurs primaires pour du co-enseignement et veille aux langues pour Monsen Village. 1 période d'instituteurs primaires pour du co-enseignement et veille aux langues également pour Monsen-Gare, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éveil aux langues dans les autres écoles, c'est juste qu'avec les périodes d'accompagnement personnalisé, donc de co-enseignement, on les met sur l'un ou sur l'autre, et ici ce serait en fonds propres. Et alors, en mission collective, on en garde 4 à Guémenich-Morosnet, 4 à Hombourg-Plombières-Sippenaken et 5 pour Monsen-Village, Monsen-Gare, et ça c'est des heures, comme on l'a déjà dit, qui sont dédiées à des référents numériques ou à des projets spécifiques. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai peut-être été un peu vite. Pas de questions. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord du changement, donc des 2 périodes qu'on ajouterait pour Morosnet? Merci. Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver l'organisation de la rentrée scolaire? Merci beaucoup. Alors, le point suivant, il s'agit donc du règlement d'ordre intérieur des écoles, de toutes les écoles, de procédure interne de signalement et prise en charge des situations de harcèlement et cyberharcèlement scolaire. Donc c'est passé en Copaloc également. C'est une obligation légale. Maintenant, on doit décrire exactement comment on procède quand il y a un signalement de harcèlement et comment aussi on communique aux parents, etc. Et donc on n'a pas inventé l'eau chaude, on le faisait déjà, mais ici c'est simplement le formaliser, ce qui ne simplifie pas toujours la vie des directeurs, mais voilà, c'est un sujet important, donc on le fait évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes d'accord d'approuver? Merci. Jeunesse, octroi d'un subside au patron de Hombourg, Lucien. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, dans le cadre du Memorial Day, nous avons été aidés par le patron de Hombourg pour assurer le service dans la salle Saint-Joseph lors de cette journée. Et afin de les remercier du travail effectué, nous vous proposons de leur octroyer un subside de 105 €. Donc 105 € pour le patron de Hombourg. C'est une question. Oui, ça correspond à 3 x 35. Voilà. Et tu n'as pas aussi l'installation des chapiteaux? Pardon? Ils n'ont pas écrit? Ah, d'accord.
Oui, mais il y en a. Oui, mais ils n'ont Il y en a pas qui tous sont partis, fait ils la ne sont pas même tous durée, restés c'est autant pour de ça. temps. Non, oui, c'est 3 fois 35 parce qu'il y en a 2 qui ont presté plus que 2 autres, voilà. Pour mettre sur 20. Est-ce qu'il y a Ok. des questions? Est-ce que vous êtes d'accord d'approuver? Sport, octroi d'un subside au club de mini-foot, les Dolphins. Lucien. Oui, donc c'est un club de mini-foot qui joue ses matchs au hall de sport à Guémeny. Donc, comme tous les clubs sportifs, ils ont droit à un subside communal. Donc, on vous propose de leur octroyer un subside de 150 €, plus non pas, comme c'est indiqué dans la délibération, 10 € par personne affiliée. C'est 10 € par personne affiliée quand c'est des enfants. Ici, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Donc, contrairement à ce qui est dit dans la délibération, ce ne serait pas 310 €, mais 150 € plus 4 € par adulte, c'est-à-dire 64, ce qui fait 214 €. Voilà, c'est pour les mettre au diapason des autres, quoi. Parce qu'on a confondu les dates d'affiliation et les dates de naissance lors de la préparation de la délibération. Parce que si vous regardez le listing qui est joint, vous avez deux colonnes de dates. D'un côté la naissance et de l'autre côté l'affiliation. Alors l'affiliation, elle est toujours relativement proche, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas la durée d'affiliation dans le club, mais l'âge des membres. Ok, on est d'accord avec cette petite modification? Parce que pour moi, ce club, même s'il joue à Guémeny, n'est pas de la commune de Plombières. Mais dès le moment où un club joue chez nous, en plus ce sont tous des gens de chez nous, ils reçoivent un subside de la commune. Même si le club n'est pas de la commune. Ça veut dire quoi, le club de la commune? Ça voudrait c'est un dire que club si qui est de le la siège commune, social, ça c'est une association, donc n'oublions pas que c'est une association de fait. Une association de fait n'a pas de siège social officiel, puisque c'est une association de fait. Elle n'a pas la personnalité civile et juridique. Aucune association de fait n'a la personnalité civile et juridique. Il y a d'autres associations dont le secrétaire, qui est souvent l'adresse sociale de l'association, est à Balen, est à Welkenraad, et nous donnons quand même. Il suffit par exemple que le secrétaire d'un groupe de carnaval habite, le secrétaire du groupe de carnaval habite, je ne sais pas moi, à Balen, parce qu'il est originaire de Plombières, mais il habite Balen, on devrait leur dire alors à ce moment-là, on ne vous donne pas le subside, vous n'êtes pas de Plombières. Ben si, voilà. On s'est posé la même question, hein. On peut admettre qu'il y ait un problème, mais ici, ces gens jouent chez nous, dans notre commune, et il s'agit en plus, si vous regardez la liste, des joueurs de gens principalement de chez nous. Donc il n'y a aucune raison, je ne vois pas sur quels critères on pourrait les exclure. Je suis d'accord pour les joueurs, mais je ne suis pas d'accord pour le club, parce que c'est selon Trendstop, c'est une ASBL qui est située à la Calamine. Donc voilà, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas droit, même si les joueurs sont de Plombières. Ils ne sont pas renseignés, en tout cas, ainsi chez nous. D'après Trendstop, oui. Mais bon, voilà. Pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas droit. Ça m'étonnerait que ce soit une ASBL. Hein. Honnêtement, un petit club de foot. Voilà. Mais on pourrait avoir une ASBL dont le siège social soit chez nous. C'est bien juste, c'est une ASBL. On pourrait avoir une ASBL dont le siège social se situe en dehors de la commune, mais dont les activités se déroulent sur notre commune, donc on devra dire à ce moment-là qu'on n'octroie pas de subside. Imaginons qu'un club de foot dans notre commune établisse son siège social parce que son secrétaire a son domicile à Henri-Chapelle. On dira, le club de football de Hombourg ou de Plombières ou des Trois-Frontières ne reçoit plus de subside parce que le siège social du club n'est pas sur le territoire de la commune. C'est limite, hein. Le lieu de pratique se situe chez nous. Je vois difficilement comment on pourrait le refuser. Je ne suis pas contre la discussion, mais... Mais il ne reçoit pas de subside peut-être dans la Calamine? Parce que donc, du coup, est-ce qu'ils ont droit à double subside? Est-ce que ça pourrait être un critère d'exclusion? C'est une ASBL, oui. Mais est-ce qu'ils pourraient, tu vois, s'ils ont un subside à la Calamine, est-ce que ça pourrait être un critère d'exclusion? Si vous voulez, ce qu'on peut faire... Pour reporter peut-être. Ça, on est très clair avec ça. On peut retirer le point de l'ordre du jour.
si vous êtes d'accord, on se renseigne auprès de la commune de la Calamine, mais il ne faudrait pas nous dire fin août, période de prudence, on ne donne pas. 150 €, je crois qu'on peut fermer les yeux. Ok. Maintenant, si on nous dit à la Calamine, ah, attention, ils sont subsidiés à la Calamine et ils sont subsidiés chez vous, je peux comprendre que... Il l'a ici. Oui, oui, on l'a. Ça, on l'a. Oui, oui. Maintenant, on peut se renseigner pour savoir si c'est à la Calamine. On peut faire comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Si Est-ce vous que êtes vous êtes d'accord de retirer ce on point? retire le point, oui. Tout le monde à l'unanimité? Comme ça, on prend nos garanties, qu'il n'y ait pas un double subventionnement, ce que je peux comprendre. Oui. Oui. Pardon? On vérifiera et on essaiera de clarifier la chose. On va prendre le temps de vérifier. Oui. Ok. Parfait. Ok. Point suivant, octroi d'un subside à la Société Royale de Tir Saint-Étienne de Monsen pour la location de toilettes dans le cadre de l'organisation de la kermesse à Monsen. Lucien? Oui, donc comme on l'a déjà vu précédemment, dès le moment où une association qui est organisatrice de la kermesse décide de prendre à sa charge la location des toilettes, on lui donne 600 € qui ne sont plus à charge de la commune. Donc pour nous, c'est une opération blanche, bien évidemment. Et le point suivant, c'est la même chose avec la Société Royale de Tir Saint-Lambert, si on peut faire les deux points d'un coup, si ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que vous êtes tous d'accord d'approuver ces 2 points? Merci. Le point suivant, octroi d'un subside à la SBL White Tir. Oui, cette ASBL White Tir, une société de tir, évidemment, son nom l'indique, ne percevait pas de subside. Elle en a demandé, elle a constaté que toutes les sociétés de tir avaient un subside, on va leur donner aussi. Je ne vois pas pourquoi on ne leur donnerait pas un subside alors que les autres en reçoivent. Donc, le montant est de 150 € pour toutes les sociétés de tir. Je ne sais pas s'il y a des questions ici à ce niveau-là. Des remarques? Est-ce qu'on est tous d'accord d'approuver ce point? Proposition étrangère à l'ordre du jour, il n'y en avait pas. Question orale d'actualité, Fabrice? Pardon. D'habitude, tu dis qu'on est trop lent. Hein? Il n'y en a pas. Le tour de table, Romain? Lucien? Christine? Davina? Jonathan? Claudine? Les années précédentes, nous étions invités à la remise des CEB dans différentes écoles. Bon, on l'a peut-être un peu oublié, mais c'est pas si grave. Mais bon, voilà, c'est sûrement passé. L'année passée aussi, je pense que le problème, c'est que quand on a quitté la salle de Guébenich, c'était le Covid, donc là, on s'était limité. Et après, les autres années, est-ce que c'est un oubli de cette année ou est-ce que ça fait quelques années qu'on ne le fait pas et qu'on se trompe, quoi? D'accord. Parce que normalement, voilà, c'est des choses récurrentes. Moi, je ne rappelle pas, effectivement. Non, mais je le signalerai comme ça. Pareil pour les CEB. Mais non, là, vous avez été invité. Les CCE. C'est comme dans les enfants. Mais tout le monde n'a pas été invité, par exemple. Donc voilà, il y a des petits soucis que nous allons gérer en interne. André? Juste une... Non, pas la fontaine. Pas la fontaine, non. Pas la fontaine. Non, la question, il y a une course cycliste qui se prépare quelque part ici, donc il y a toute une petite discussion peut-être sur la sécurité par rapport à ça. Donc c'est une course cycliste indépendante, on va dire, qui est organisée par un club indépendant, qui doit veiller elle-même à la sécurité, si on a bien compris. Oui, mais on a une réunion quand même sécurité avec la police oui. Pour organiser la chose. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bon quand même d'informer quand même le plus largement possible? Parce qu'il y a les riverains qui vont être concernés. Oui, donc les riverains ont reçu toute boîte, c'est une obligation de l'organisateur. Ils m'ont confirmé qu'ils l'avaient fait. Et il y a aussi alors un rappel sur Facebook. Et eux ont utilisé plusieurs groupes Facebook apparemment pour signaler ça de manière plus large au niveau des citoyens. Et on organise cette année, par rapport à l'année passée, on a demandé... quand même, ils ont changé d'heure, donc ça c'est mieux parce qu'il n'y a plus de parcs à conteneurs ouverts au même moment, ce qui pouvait poser éventuellement des problèmes. Et on a ajouté une déviation, ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Donc les personnes qui viennent d'Aubel vers Hombourg sont invitées à aller vers Monsen pour aller
jusque plus loin, quoi, sur la nationale, donc à faire la grande déviation. Il est quand même possible, ça reste un circuit ouvert, donc il est quand même possible de faire le tour. Dans le sens de la voilà, pour ne circulation. pas exagérer non plus, mais on avait essayé de reporter le plus possible de personnes vers Monsen. Et dans l'autre sens, évidemment. Peut-être quand même mettre sur le site de la commune, quand même, peut-être aussi. Ça serait Normalement, c'est aussi prévu dans les... Chaque fois qu'on organise une course, c'est aussi prévu dans les procédures administratives. Celle-là? Il y est? Comment? Et on a Non, eu la tous, course de demain. on a eu tous aussi un petit papier dans les boîtes aux lettres Oui. que la course passait. Je trouvais ça bien. Voilà. Ça, c'est une obligation qu'on demande à chaque organisateur. Mais j'ai vérifié aujourd'hui, parce que j'avais vu qu'il y avait quelques critiques, donc j'ai demandé à l'organisateur qui m'a confirmé l'avoir fait. Donc, oui. Normalement, ça devrait chaque fois être le cas. On a ignoré la placette à Monseigneur, c'était très bien. L'année passée, on a fait ça à la Sippenaken. Et dans les discours qui ont été dit, on avait dit qu'on allait mettre des modules pour les enfants et des bancs. Ben, 1 an après, il n'y a toujours rien. On attend toujours dessus, voilà. Pas dans mon discours, mais c'est possible que c'était prévu. On va vérifier. Ouais, il y avait un budget, donc pour le module et les bords, il y avait un budget qui avait été... ça devait être commandé, ça devait être choisi, mais... On vérifie, on tient au courant. Ça en est. Merci pour ta vigilance. On va regarder après ça. On va essayer. Ça, on peut. Hugo? Jonathan? Ben voilà, nous y sommes. Je vous souhaite un bel été à tous et à ceux qui nous regardent. Et on se retrouve le 29 août. Voilà. Bonne soirée.